Bonjour tout le monde, mon nom est Charlotte, je suis gestionnaire d'une petite compagnie québécoise qui se nomme La Chienbiose et aujourd'hui, je suis accompagnée de sa propriétaire et de sa fondatrice qui va pouvoir nous parler de plein de sujets intéressants et choquants. Donc, je vous présente Carole, coach en harmonisation humain-canin. Bonjour Carole. Bonjour Charlène. Ça va bien? C'est mon bébé. Oui, ça va bien. Et toi? Oui, mais merci pour le bel accueil, le beau petit jus santé. On aime ça, on aime ça. Je pense que ça va te remettre un petit peu d'aplomb parce que c'est important de manger toutes nos vitamines à tous les jours. Hein? Effectivement, des fois l'hiver, on en manque. Et ça me fait plaisir de t'accueillir. Mais ça me chez fait moi. plaisir que tu m'accueilles chez toi. Et il ne faut pas oublier que c'est notre première chaîne YouTube. Ouais, donc C'est notre félicitations. Oui, puis c'est notre première vidéo. Alors soyez un peu indulgents aussi, là, ça ne sera pas parfait, mais on va prendre de l'expérience et s'améliorer avec le temps. Qu'est-ce qui est important dans le fond aussi, c'est de parler de choses que je pense qu'il est grand temps qui changent Ouais, effectivement, je suis tout à fait. dans le monde canin. Ouais. La chienbiose. Chienbiose. Donc, Carole, qu'est-ce qu'un coach en harmonisation humain-canin? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, en fait, premièrement, il faut dire que c'est vraiment spécifique à la chienbiose. Parce que si vous tapez coach en harmonisation humain-canin, On n'en trouve pas. vous n'en trouverez pas. Moi, j'ai choisi ce titre parce que je trouvais que c'est celui qui me correspondait le plus. Alors, pour me définir, en fait, c'est quoi un coach en harmonisation humain-canin? C'est une personne qui va accompagner les personnes qui ont des chiens, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est des personnes qui envisagent avoir des chiens mais qui n'en ont pas encore. Je vais les accompagner pour être un peu le médiateur entre le chien et l'humain, pour apprendre à l'humain comme une traductrice aussi, en fait, pour faire comprendre aux humains le langage du chien, pourquoi le chien se comporte de telle et telle façon. C'est ça, d'être un peu un médiateur et en même temps mettre en place vraiment je dirais un peu, oui, des thérapies de famille. C'est vraiment, c'est toute la famille qui doit participer, tu sais, à mettre en place des points stratégiques pour que tout le monde se sente en harmonisation avec, dans le noyau familial. Les uns avec les autres, avec le chien, avec tous les membres de la famille, en fait. Fait que c'est un peu ça, mon rôle. Donc, dans le fond, c'est comme autant que tu apprends aux humains le langage canin, autant que tu veux que les chiens comprennent les humains, c'est ça? Je pense que l'effort il est plus du côté de l'humain que du chien. Parce que le chien, ben, on le sait que ça fait des millénaires qu'il est à nos côtés. Le chien, il passe ses journées à nous observer. Ouais, le chien, ça fait longtemps qu'il nous comprend, qu'il nous a compris. Et ça ne lui prend pas de temps à comprendre nos habitudes. Le chien, il ne faut pas oublier qu'il comprend les émotions, mais il les ressent et il les sent. Tu sais, il les ressent et il les sent avec son nez. Ça a une odeur, les émotions. Fait que le chien, je dirais qu'il est beaucoup plus calé dans tout ce qui est langage humain que l'humain peut l'être dans le langage canin, en fait. Fait que moi, je suis vraiment là pour aider les humains à comprendre les humains. Parce que, à comprendre les chiens, excusez, parce que justement, les humains, ben, on est en 2025, puis les humains ne comprennent toujours pas les chiens. Il n'y a aucun effort qui est fait de ce côté-là. D'où la forte demande en éducation canine. D'ailleurs, quelle est la différence, Carole, entre un éducateur canin standard versus un coach en harmonisation humain-canin? Ben, le cours d'éducation canin au Québec, hein, je ne parle pas ailleurs, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, c'est environ 120 heures. Et dans le cours d'éducation canine, dans le fond, ce sont des cours pour apprendre l'obéissance. Ce sont des cours de dressage. Donc la soumission un peu du oui, chien. C'est vraiment, il n'y a rien du côté psychologique.
Il n'y a rien du côté de la physionomie du chien, de l'éthologie du chien, très peu de comportement. Tu sais, je dirais que il y a peut-être sur 120 heures, vous avez 85%, c'est on vous fait faire de l'obéissance et le restant, c'est un petit peu de théorie sur c'est quoi un chien. Mais écoutez, quand vous passez juste, mettons, 15 heures ou 20 heures de théorie sur c'est quoi un chien, alors que c'est un être qui est tellement complexe, qui est aussi complexe au niveau de la biologie, hein, parce que c'est un mammifère comme un être humain. Fait qu'au niveau de la biologie, au niveau de la physiologie, au niveau des émotions, au niveau de la psychologie, c'est un être qui est aussi complexe qu'un humain. Mhm. Alors, c'est comme si on me disait, tu vas devenir psychologue en à peu près 15 heures pour un humain. Vous me direz, Ouais. ça n'a pas de sens, Carole. J'apprendrai jamais tout ça en 15 heures. Mhm. C'est plus C'est plus complexe que. complexe, ouais. Alors, je trouve ça très réducteur de penser qu'en suivant un cours d'éducateur canin, que tu vas passer 85% de ton temps à faire de l'obéissance, tu connais c'est quoi un C'est ça. chien. Parce que c'est juste la surface, dans le fond. Ben, très, très, très. Assis, Très. couché, le marché en laisse, Voilà, la c'est ça. maternelle, ces Tout à choses-là, fait. ouais. Ça, c'est de l'obéissance. Ouais. OK? Ce qui, dans mon sens, à moi, ça n'a aucun sens de faire de l'obéissance avec un chien. Mhm. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Alors, dans le fond, la différence, ça, c'est l'éducateur canin, c'est le cours en éducation canine. Le coach en harmonisation humain-canin, c'est que oui, j'ai suivi un cours comme éducatrice canine, Ouais. j'ai suivi un cours d'intervenante canine, mais je suis aussi, pendant longtemps, j'ai travaillé en psychosocial, j'ai travaillé longtemps avec les humains, en relations humaines et en intervention humaine. Euh, j'ai suivi des cours en éthologie canine, j'ai suivi des cours en psychologie canine, je me suis instruite sur la physiologie, sur toutes les pathologies du chien, j'ai suivi un cours en naturopathie, donc j'ai un bagage qui est beaucoup plus grand. La madame est calée, là. Oui, j'ai un bagage qui est beaucoup plus grand qu'un éducateur canin qui va suivre un cours de 120 heures. Puis Mhm. c'est pas pour les juger ou les critiquer. C'est juste que vous allez voir au fur et à mesure de l'entrevue pourquoi que je mets le point là-dessus. Quelles sont les conséquences de tout ça. Donc, c'est ça la différence. Puis je trouve que c'est important justement que les humains se rendent compte de la complexité De l'animal. de l'animal, de cette espèce-là. Parce qu'on en parle juste en surface comme si quasiment c'était des objets. Oui, Tu sais, des c'est robots. comme des robots, hein, ils doivent faire ça à telle période, mais tu sais, sans comprendre le psychologique derrière, puis tout ça, là. Exactement. Puis justement, en parlant de psychologie, j'ai travaillé longtemps justement en psy, en intervention. Et c'est, dans le fond, le mécanisme psychologique du chien est très semblable à celui de l'humain. Alors, quand on comprend comment ça marche dans le cerveau de l'humain, on comprend comment ça marche dans le cerveau du chien. Ouais. Puis, en parlant d'émotions, selon des études récentes de Gregory Burns, docteur en neurosciences et professeur en psychologie de l'Université de Emory aux États-Unis, il semblerait que selon Dr. Burns, entre autres, les chiens auraient eux aussi les mêmes émotions que les humains. Carole, peux-tu élaborer à ce sujet? Parce que je crois que au Québec, on est encore un peu ignorant à ce sujet-là. Hein? Ben, en fait, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte, exactement. Donc, beaucoup sont conscients que les animaux ont des émotions, mais agissent à l'encontre de ça parce qu'ils agissent d'une façon comme robotisée, beaucoup, comme on disait tantôt, par rapport aux chiens. C'est quand même quelque chose, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux en parler? Ben oui, avec grand peu? plaisir, parce que c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup inspirée, le docteur Burns. Et il a écrit des ouvrages là-dessus. Il a fait une étude, je pense, dans les années 2015, à peu près, là. Il a étudié le cerveau. C'est un passionné, évidemment, c'est un docteur en neurosciences, fait qu'il est passionné par le cerveau, le fonctionnement et tout et tout. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, qui a des chiens chez lui. Et il se questionnait vraiment par rapport à son chien. Est-ce que le chien, quand je pars,
Est-ce qu'il s'ennuie moi? Quand il rêve, quand il dort, est-ce qu'il rêve? Toutes ces choses-là. Et tranquillement, il y a un projet qui a mûri, puis qui s'est dit, il faut que je partage ça avec d'autres chercheurs qui Mhm. seraient peut-être intéressés à embarquer dans une étude sur justement comment le chien, vu que dans le fond, le chien, c'est un animal qui est très proche de l'humain, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Tu sais, parce que le chien, il est parmi nous. Tu sais, qu'on pense qu'il y a plus de... je pense que c'est le nombre de personnes, de familles qui ont des animaux a augmenté, et surtout les chiens. Donc, il s'est penché là-dessus, sur le sujet, et il les a étudiés. Il a étudié, dans le fond, le fonctionnement de leur cerveau. Mhm. Mais c'était la première fois, dans le fond, puis c'était ça le défi, que on allait faire une étude sur le cerveau d'un animal, mais qui était vivant. Ouais. Parce que, bien évidemment, on a étudié plein de cerveaux d'animaux, mais sur des animaux qui étaient décédés. Là, le défi, c'était de travailler sur des chiens qui étaient vivants, qui étaient en bonne santé et qui étaient volontaires. Ouais, pas stressé de... Exactement. Donc, ça a pris des mois, tout mettre ça en place afin de pouvoir étudier la structure, en fait, le fonctionnement du cerveau. Et ben, il s'est aperçu, ben, premièrement, que le chien, mis devant elle, il faisait comme un peu, comment je pourrais dire, comme des simulations, des tests. C'est pour voir la réaction du chien. Alors, mettons, il lui montrait un os, Mhm. une gâterie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau versus un humain? Quand un humain voit quelque chose, un objet ou une personne qu'il aime, et il s'est aperçu en fait que les structures de base des émotions au niveau cérébral sont similaires à Mhm. ceux des humains. Donc, c'était, pour moi, ça a été une grande avancée. Moi, je l'ai tout le temps su que les animaux ressentaient, pensaient, tout ça, mais le fait d'avoir une étude qui est faite par des scientifiques et qui est vraiment là, noir sur blanc sur des papiers, tu peux dire, ben, on n'a pas le choix d'en tenir compte. Ça concrétise un peu. Ben, ça concrétise totalement. C'est comme on Mhm. n'a plus le choix d'ignorer ça. Non, c'est ça, exact. On ne peut plus l'ignorer. Non. Donc, le chien, il a les mêmes émotions que les humains. Mhm. Il a découvert aussi que le chien a la conscience, parce on a longtemps pensé que les animaux, ils n'avaient pas de conscience. Ouais. Mais, excusez, même si il y a eu des études qui ont été faites sur les otaries, sur les dauphins, tout ça, que sur certains poissons, tu sais, quand tu penses qu'un poisson, il lui mettait du bleu sur lui, puis on mettait un miroir, puis on voyait que le poisson, Il il regardait, essayait de ouais. se frotter pour enlever le bleu. Ça veut dire que le chien, le poisson, il avait conscience de son corps. Il a conscience Mhm. que c'est lui, ça. Et longtemps, on a pensé que les animaux, ils n'avaient pas cette conscience-là. Ouais. Mais le chien, ben c'est ça, il était capable de prouver que le chien, il a conscience de lui. Il a conscience que c'est lui. Il a conscience que c'est un Mhm. chien. C'est pour ça que la première fois qu'un chien se voit dans le miroir, ben, excusez, il est surpris, puis il réagit comme si c'était un chien étranger. Ouais. Mais à un moment donné, il comprend que c'est Ah, son c'est moi, reflet. c'est ça, ouais. Fait qu'il sait à quoi il ressemble. Il sait que Ouais. c'est lui, que c'est un chien, là. Et ça non plus, on ne peut pas le nier. Non. Le nier, le chien, il a conscience, il ressent des émotions, il a conscience de son environnement. Donc, il faut arrêter de les traiter comme juste des robots qui font de l'obéissance. Tout à fait. Est-ce que tu crois que c'est à cause de toutes ces raisons-là qu'il y a autant d'abandon? Parce que, tu sais, vu que tu as mentionné que les humains sont peu conscients que les chiens ont des émotions, ça peut être aussi juste l'éducation canine qui est désuète, qui date des années je ne sais combien. Est-ce que tu penses que c'est tout à cause de ces raisons-là? À cause de ces raisons-là, oui, je sais qu'il y en a certains qui vont dire non, il y a un contexte économique, un contexte, tu sais, la crise du logement, tout ça. Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ce que, pourquoi je dis que oui, c'est un problème que l'humain ne connaît pas le chien, il n'a pas conscience, c'est que
souvent, les êtres humains vont aller adopter un chien de façon impulsive. OK? Ce n'est pas réfléchi comme, mettons, si on allait avoir un enfant. Puis, moi, je dis tout le temps aux gens qui viennent me consulter, est-ce que tu es prêt à avoir un enfant? Si la réponse est non, tu n'es pas prêt à avoir un chien. Parce que ça demande autant d'attention qu'un enfant. Ouais, comme un gros bébé. Exactement. Donc, si tu n'es pas prêt à te lever la nuit là, pour un chiot, pour lui apprendre la propreté, puis prendre un raccourci, le mettre en cage et qu'il fasse ses besoins dans la cage, si tu n'es pas prêt à faire ces efforts-là, ben, tu devrais pas avoir de chien. Non. Tu devrais pas avoir de chien. Souvent, les gens, là, c'est comme un petit cadeau de Noël, hein. On va acheter ça à notre enfant, puis après ça, quand ils se rendent compte que, oh mon Dieu, ce n'est pas une peluche, je dois m'en occuper. Est-ce que c'est... Oui. Et souvent, ben, c'est ça, les chiens, s'en occuper, c'est de les sortir 10 minutes par C'est jour ça. en laisse. Ils ne comblent pas leurs besoins de base, leurs besoins psychologiques, leurs besoins physiques, leurs besoins sociaux. Tous ces besoins-là sont incomblés, ce qui crée une frustration chez le chien, un ennui, ce qui crée de la peine, de la tristesse et le chien développe des troubles de comportement. Ouais. Alors que dans l'éducation canine, c'est exactement ça qu'on nous prône, comme je le disais tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, l'éducation, tu sais, de hiérarchie, sur le modèle hiérarchique, où c'est l'humain qui a l'autorité totale, ce qui fait plus de dégâts que de bien. Parce que justement, le chien va développer des troubles de comportement. Pourquoi? Parce qu'il est frustré. Ou alors, il y a une autre tendance qui est le super positivisme, où le chien fait ce qu'il veut, quand il veut, tout est permis pour le chien, on ne doit pas le contredire, mais ça ne fonctionne pas non plus. Non, mais c'est la même chose pour des enfants. Exactement. Moi, je regarde des parents qui éduquent leur enfant, soit que c'est comme la soumission, puis beaucoup de contrôle, ou sinon, ben, si tu fais n'importe quoi. Exact. Puis maman, elle va t'écouter, mon petit cœur, hein? Maman est là pour toi. Hein? C'est pas grave si te frappes Anthony dans le visage à l'école. Maman va t'écouter. C'est quoi ça, genre? Tu sais, des fois, c'est comme. Il faut une balance, là. Exactement. C'est la même chose pour les animaux, mais c'est juste de le faire de la bonne façon. Puis. Le chien, il a besoin d'un parent. Exact. Responsable. Il a besoin d'un leader. D'un leader. D'un bon leader. Un leader, un parent qui va le comprendre quand il va s'exprimer. Un parent qui va combler tous ses besoins. Et il faut pas oublier que le chien, c'est pas la même espèce que nous. Non, exact. Donc, il a des besoins différents à nous. OK? Puis, pour faire une moyenne, puis il y a des chiens, c'est plus, il y a des chiens, c'est un petit peu moins, mais votre chien, il a besoin de dépenser entre 5 et 8 heures d'activité physique par jour. Et malheureusement, si on a 1 heure d'activité par jour dans une famille avec le chien, c'est beau. Ouais. Mais attention, quand on parle d'activité, c'est pas on est 8 heures dans la forêt, puis on va pas travailler, puis on met tout de côté pour notre chien. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il y a d'autres alternatives pour faire épuiser votre chien psychologiquement autant que physique. Donc, ça peut être des jeux interactifs, ça peut être des casse-têtes, des choses qui vont faire travailler leur psychologique, puis accompagner de ça 1 heure voyons. De promenade. 1 heure de promenade à l'extérieur, ça peut aussi compenser. Oui, puis quand on parle de promenade à l'extérieur, c'est pas une promenade en laisse. Non. Le chien ne dépense pas d'énergie en marchant à côté de vous en laisse. C'est ça. Ça fait du bien, c'est comme une marche. C'est comme si nous, on va marcher. Bon, ben, ça nous fait du bien, on respire de l'air frais, tout ça, mais est-ce qu'on est essoufflé après une marche? Bon, en tout cas, je sais pas votre cardio ressemble à quoi, là, mais tu sais, normalement, après une marche, c'est comme, je me sens aérée, mais est-ce que je me sens épuisée comme si je suis allée au gym ou comme j'ai dépensé de l'énergie? Non. Mais c'est la même chose pour le chien aussi. Ben, c'est pire pour le chien, parce qu'un chien, en fait, c'est très rare, un chien, quand vous le laissez lousse, le chien, il ne marche pas. Non. Le chien, il trotte ou il court. Exact. C'est comme ça que lui, il dépense son énergie. Donc, il faut que le chien puisse sortir. Il faut que vous ayez accès à un endroit, et je ne parle pas de votre cour, de votre jardin.
Le chien, il a besoin d'aller courir dans la forêt, dans un champ, peu importe, qu'il soit libre à tous les jours. À tous les jours, votre chien doit aller courir, se dépenser dans la forêt, en campagne, mais il a besoin d'être libre. Et ça, c'est super important. Ouais, c'est tout à fait important. Mais on dirait que on dirait que c'est comme un effet boule de neige, tout ça. Tu sais, on dirait que c'est comme un puits sans fin. Ouais. Dans le fond, l'éducation canine, elle est désuète, on Oui. le sait. Ce qui mène à l'incompréhension du chien. L'incompréhension du chien mène à une réactivité chez lui ou un mauvais comportement. Puis là, après ça, ça mène à un abandon ou à aller consulter un éducateur canin qui vont, dans la plupart des cas, les conseiller une éducation canine, comme j'ai dit, qui est désuète. Fait que là, on recommence comme la boucle, puis des fois, ça fait comme un abandon, une euthanasie potentielle, dans le fond. Exactement. C'est un peu aussi notre mission à la Chienbiose de lutter contre les abandons du chien en travaillant en amont. C'est-à-dire qu'il faut, il faut informer, il faut que l'humain fasse l'effort de connaître c'est quoi cette espèce-là qu'on veut faire entrer chez nous et de la respecter et d'arrêter aussi là, de se penser mais j'ai eu des chiens toute ma vie. Oui, OK. Mais tu sais, nos parents, ils nous ont élevés de telle façon, puis aujourd'hui, ben, ça serait plus adéquat parce qu'on a découvert des choses entre-temps. L'éducation doit évoluer avec le temps. Voilà, on doit tenir compte des recherches, des études, on doit tenir compte de l'évolution. Et ça n'a pas suivi l'éducation canine. Non. Si on avait fait la même chose avec les humains, qu'on reste comme coincé dans les années 40 au niveau de la psychologie. Mesdames, vous seriez à la maison encore. Oui. Bon, et vous savez que c'est un peu touché qu'est-ce que je vais vous dire là, mais est-ce que vous saviez que c'est vers la fin des années 70 qu'on a compris que les bébés humains, pas les chiens, là, que les bébés humains ressentaient la douleur. On les opérait à froid avant, parce qu'on pensait que les bébés ne ressentaient pas la douleur. Alors, il y a eu plein d'interventions chirurgicales où le bébé, il n'avait pas d'anesthésie. Alors, quand on a découvert, et ça fait pas si longtemps, hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Oh my God! Ça fait 50 ans, là. Alors, quand on a découvert que, ah ben oui, le bébé, il ressent des choses, ben on a arrêté de le faire. Alors là, c'est la même chose. C'est comme on a découvert que les animaux, les chiens, ils ressentaient des choses. Mais c'est pas grave, on continue à les traiter comme si on le savait. On leur met des colliers électriques dans le cou. Voilà. On les frappe, on les... alors qu'on sait qu'ils ont plus d'émotions que nous. Alors moi, je dis tout le temps aux personnes qui me consultent, est-ce que c'est correct si je fais ça à mon chien? Ben, la réponse est claire. Est-ce que toi, tu serais contente qu'on agisse de telle et telle façon avec toi? Si la réponse est non, ben tu as ta réponse avec ton chien. C'est ça. Fait que dans le fond, en gros, ce que tu suggères au travers de la Chienbiose, ta compagnie, ça serait, dans le fond, plus de rééduquer les humains sur leur façon de voir les chiens que d'éduquer les chiens en tant que tels. Les chiens, ils n'ont pas besoin d'être rééduqués. C'est les humains qui ont besoin. Les chiens, ils réagissent à notre mauvaise interprétation de leur langage. C'est pas eux qui ont un problème. C'est nous. C'est les humains qu'on ne les comprend pas. Alors, c'est à nous à nous éduquer. C'est à nous à aller dire, OK, toi, tu es une autre espèce, mais je veux t'avoir dans ma vie. Il faut que je te comprenne. Quand vous posez la question, là, la plupart des parents de chiens, est-ce que vous connaissez les signaux d'apaisement de votre chien? Ben, la plupart, ils répondent non. C'est quoi ça? En parlant de signaux d'apaisement sur notre page Instagram, qu'on va mettre juste ici, on a fait un post sur c'est quoi les signaux d'apaisement. Il y a plein de petits posts éducatifs pour vous. Donc, allez vous abonner et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube. Likez, partagez, comme ça va nous motiver un peu à refaire des vidéos dans ce genre-là. Oui, parfait. N'oubliez pas, parce que justement, on a tellement d'idées là, pour... dans le fond, ce qu'on veut faire avec cette chaîne YouTube, c'est de vous conscientiser,
de vous apprendre des choses, de partager des choses, mais c'est aussi de faire avancer. De faire avancer. On veut créer une communauté pour justement que l'humanité se rapproche des Ouais. animaux, que l'humanité se recentre, que l'humanité devienne autre chose que ce qu'on est en train de devenir. C'est ça. Puis moi, vous le savez, j'ai des petits-enfants, puis peut-être que je ne le verrai pas, mais je veux juste ouvrir la porte parce que je souhaite sincèrement que nous vivions dans un monde meilleur, Ouais. où les humains vont pouvoir vivre en harmonie avec tous les animaux, puis et surtout avec les chiens qui font partie de nos vies. Et d'ailleurs, tu sais, par rapport justement à l'éducation canine, à l'éducation qui est complètement désuète, je pense que il y a des organismes qui ont une certaine responsabilité par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a aussi les éleveurs, les éleveurs de chiens qui ne transmettent pas les bonnes informations pour les futurs parents adoptifs. Euh, Mais il y en a beaucoup aussi que c'est rendu plus à titre d'argent, là, tu sais. Tout à Je fait. veux pas, avant qu'on me mette le fusil sur la tempe, je ne dis pas que tous les éleveurs sont basés sur l'argent, mais il y en a beaucoup que c'est des éleveurs de fond de cours, puis ils le font que par pur intérêt monétaire. Oui. Puis même ceux tu sais, qui aiment, tu sais, je sais qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font, ils aiment les animaux, ils aiment les chiens, mais malheureusement, ils ne suivent pas de formation, ces gens-là, et malheureusement, ils sont eux aussi, et puis c'est leur gagne-pain. Fait que c'est sûr qu'ils ne donnent pas les bonnes informations à l'humain qui vient pour adopter un chiot. C'est ça, il y en a qui ont des bonnes intentions, c'est juste que c'est pas à jour. Exactement, c'est pas à jour. Puis je sais qu'ils le font avec gentillesse et bienveillance et Exact, tout ouais. ça. C'est juste que ben ils pensent que c'est la bonne façon de faire, comme tu sais, de conseiller justement aux parents adoptifs de mettre le chiot dans une cage, Ouais. alors que ce n'est plus d'actualité. Non. Il y a d'autres Mais façons de il y en a faire. tellement, il y a tellement de gens encore qui utilisent la cage. Tu sais, je Oui, suis beaucoup de groupes Facebook ou Instagram sur l'éducation canine. Puis il y en a beaucoup encore qui conseillent la tout à cage. fait. Puis tu sais, il y en a qui s'obstinent en commentaire de ben moi j'ai tout le temps mis mes chiens en cage, puis ça a tout le temps bien été, puis nanana, blablabla. Mais Ben oui, tu sais, c'est on ça, dirait ça juste va que bien. on dirait juste une question morale de mettre un animal en cage. Mais comme on le disait tantôt, c'est quelque chose d'éthique. Maintenant qu'on C'est le sait, on comme sait qu'il a conscience, on sait que... puis d'ailleurs, pourquoi tu le mets en cage? Si tu le mets en cage, là, c'est parce que il fait des bêtises. ben, la plupart du temps, oui. Mais il y en a beaucoup aussi que j'ai lu qui disent, ben, c'est pour leur créer un safe space. Non, il n'y a pas Comme, besoin... c'est comme leur chambre. C'est comme si tu mets ton enfant dans une chambre à coucher. Ben, pas Ben, tout moi, à quand je mets fait, là. mon enfant dans la chambre à coucher, je barre pas la porte, puis il est pas pogné là toute une nuit, là. Tu sais, Exactement, c'est c'est comme il est comme... libre de sortir. Tout à Il y en fait. a qui vont utiliser la cage, mais qui laissent la porte ouverte. C'est Oui, juste comme une cabane. oui, OK. oui, Mais d'embarrer ton chien pendant des heures, pendant que tu pars travailler, puis qu'il n'est pas libre de ses mouvements, qu'il n'est tout pas à libre fait. de juste comme faire aller ses pattes, de s'étirer, Non, pour moi, là, non, non. ça fait Puis dur. je trouve que c'est prendre des raccourcis, parce que c'est... Parce que il faut être cohérent. C'est comme si tu le mets dans une cage et que tu barres la porte, c'est parce que ton chien fait des bêtises. Ouais. Bon, mais s'il fait des bêtises, ton chien, là, il y a une raison à ça. Ouais. C'est quoi la raison? Est-ce que tu t'es posé la question? C'est plus facile, évidemment, pour l'être humain d'enfermer le chien puis de dire, ben regarde comme ça, il grugera pas mes murs. Ouais. C'est tellement plus facile Ben que oui. justement de travailler sur le fait que si ton C'est chien ça. gruge les murs, Mais ben c'est peut-être parce qu'il y a un autre problème. il a- Peut-être qu'il il a pas s'ennuie. Il dépensé se son dépense. énergie. Exactement. C'est ça. Ah, OK? Il fait peut-être de l'anxiété. Mais c'est plus facile de l'embarrer. Comme les bébés chiens qu'on met dans des cages la nuit, ben, parce que je veux pas qu'ils pissent partout. Ben, Ben c'était- pourquoi t'as un chiot alors? Why? pourquoi t'as été te chercher un C'est bébé? ça. Un bébé, ça fait pipi dans ses culottes. Puis ça pleure, puis Exactement. ça peut faire des affaires que oui, c'est chiant, mais pourquoi t'as un chien? Et voilà. Fait que c'est pour ça que je te dis, la responsabilité, elle va aussi à ces organismes, Mais la quand tu parles, SPCA. ok.
Ils sont là pour protéger les animaux. Ils luttent contre la cruauté envers les animaux. C'est des organismes qui n'ont pas beaucoup de ressources. Non. C'est des organismes qui a beaucoup de bénévolat là-dedans. Ouais. C'est des organismes qui font du mieux qu'ils peuvent avec les ce moyens ouais. qu'ils ont. Ils fonctionnent beaucoup avec les dons. Et tout. Exactement, ils fonctionnent beaucoup avec les dons. Ils font un bon travail. Mais dans leur travail, ils devraient justement faire de la propagande sur ben, c'est quoi un chien? C'est comme, non, madame, vous n'êtes pas prête à avoir un chien. Quand que les personnes viennent adopter un chien, c'est de leur dire, tu sais, toujours, est-ce que vous êtes prête à avoir un enfant, madame? Mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement comme je disais tantôt, c'est comme une cercle vicieux. Oui, parce que là, c'est comme les refuges débordent. Voilà. Donc, c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui vient pour adopter un chien, ils vont pas dire non. Et je dis pas, encore là, hein, on le sait des fois que si c'est sensible, avant de me mettre un gun sur la tempe, je ne suis pas en train de dire que les SPCA donnent des chiens à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas ce que je dis. Mais quand ils voient l'opportunité ou qu'ils peuvent donner un chien, ben ils le font parce que ça laisse la place à un autre chien. Exactement. C'est comme, il y en a trop. Ça déborde. Ça déborde de partout. Puis en parlant de la SPCA, je vais vous lire des petites statistiques qui sortent de la SPCA de Montréal. Au cours des dernières années, la SPCA de Montréal a observé une augmentation notable des abandons d'animaux entre 2022 et 2023. Le nombre d'animaux confiés à l'organisme a augmenté de 21%, une tendance qui s'est poursuivie en 2024 avec une nouvelle hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Fait que, ça ne cesse, ça fait juste augmenter. Exact. Les chiens sont particulièrement touchés avec une augmentation de 35% des abandons en 2024. Les principales raisons de ces abandons incluent les difficultés financières, comme on disait tantôt, la hausse du coût de la vie et le manque de logements acceptant les animaux. Parce que ça, ben, dans notre société, surtout au Québec, bonne chance, si tu as un chien et que tu veux te prendre un appartement, c'est quasi impossible. Selon toi, déjà, juste trouver un logement, c'est compliqué. C'est ça, avec un chien, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est épouvantable. Selon toi, Carole, est-ce qu'il y a d'autres raisons plus profondes que la hausse du coût de la vie? Est-ce que tu pourrais élaborer à ce ben, je pense que tout est relié, en fait. Je pense que tout est relié parce que c'est vrai que tout coûte cher. La nourriture coûte extrêmement cher. On a une crise du logement ici. Les logements coûtent cher. Et comme tu disais, c'est pas tous les propriétaires qui acceptent les animaux ou les chiens. Les vétérinaires ont triplé leur prix depuis qu'ils sont rachetés là, par les grosses chaînes qui viennent surtout d'Europe d'ailleurs. Fait qu'ils ont triplé leur prix. Donc, à un moment donné, ben, les gens, ben oui, c'est au niveau économique, bien oui, c'est réel. Sauf que, comme je disais tantôt, en ayant une méconnaissance du chien, en pensant avec une pensée magique que le chien, ben, il coûtera pas cher, ben, et les gens se retrouvent dans des situations où ils n'auraient pas dû prendre un chien. Oui, exactement. Ils ne sont pas assez conscients. Exactement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de nourrir une autre personne. Si tu n'as pas les moyens de nourrir une autre personne, tu n'as pas les moyens de nourrir un chien. Si tu n'as pas, si déjà ton logement, tu sais que l'année prochaine, tu vas devoir quitter, ben, tu sais que tu vas avoir un problème parce que ça va être compliqué de trouver un logement avec un chien. Alors, pourquoi tu te prends un chien? C'est plus là-dedans qu'il faut conscientiser et que les organismes doivent être plus spécifiques en disant, bon, ben, est-ce que vous avez un logement stable? Ou est-ce que vous savez que vous devez quitter dans les prochaines années? Si la réponse c'est, ben, pour l'instant, je suis chez mes parents, mais l'année prochaine, je dois m'en aller, ben, si tu t'en vas en appartement l'année prochaine, tu sais que tu vas avoir un problème. Exact. Alors, il faut anticiper. Et ça revient à la même question. Est-ce que tu es prête à avoir un enfant? Si la réponse est non, tu n'es pas prête à avoir un chien. C'est ça. Et les propriétaires, ils acceptent les enfants. Mais dis-toi que les propriétaires, ils n'acceptent pas les chiens. Donc, tu as un problème de plus. OK? Et en plus,
dans l'éducation canine qui développe plus de problèmes qu'elle n'en crée, en fait, ben, les chiens développent des troubles de comportement, on l'a vu. Et les troubles de comportement font en sorte que les éducateurs canins ne sont pas formés pour résoudre ces troubles de comportement-là. C'est un cercle vicieux. Finalement, la personne, elle va finir par abandonner son chien. Et la SPCA ou les refuges, ils se retrouvent encore avec un autre problème sur les bras. C'est que ces chiens-là, ce sont des chiens qui vont avoir des blessures émotionnelles et psychologiques profondes. Eh ben oui, c'est sûr, c'est un abandon. C'est Donc, un abandon. mais souvent, les gens vont aller chercher des chiens dans les spéciales, oui, pour Leur donner une leur deuxième donner une chance. deuxième chance, mais aussi Mais parce c'est que tout à leur honneur. oui, mais aussi parce que ça coûte pas cher, parce que les Oui. chiens ont un prix réduit. Mais est-ce que par contre, ils sont vraiment conscients de d'adopter un chien qui a été peut-être Non. abandonné une fois, deux fois, trois fois? Il y en a que ça fait des années qu'ils sont là. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de... Tu sais, c'est pas un petit chiot que t'achètes puis que là, tu sais, Non. tu bâtis un peu, tu sais, sa vision de la vie. Mhm. Le chien que t'achètes qui a été abandonné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Sans compter que ça peut être un c'est chien aussi qui a vécu de la maltraitance. c'est ça, on sait pas c'est quoi son background, on sait pas Mhm. c'est quoi qu'il a vécu, on sait pas dans quelle famille il a vécu. Mhm. Il peut avoir des dangers, des conséquences à adopter un chien Oui. qui a été abandonné. Oui. Puis le risque aussi que la famille le prenne, puis qu'il y ait peut-être des potentiels problèmes de comportement qui Mhm. sont dus à à fait. des problèmes émotifs qui ont, tu sais, qui dus à cause de l'abandon. Mhm. Mais il y a des conséquences à ça. Mais est-ce que Tout à vous fait. êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à adopter un chien qui a été potentiellement blessé, Non, qui a parce vécu de que la violence, qui peut avoir tu sais, plein non, parce que je te dis non, les gens ils sont pas prêts à ça parce que les organisations, c'est comme la SPCA ou d'autres refuges, hein, ils mettent pas l'emphase là-dessus sur la problématique c'est un peu comme un enfant qui a vécu toute sa vie en famille d'accueil, qui s'est fait trimballer, qui est parti d'une famille avec violence, qui était bon, ben il est abîmé Ouais. psychologiquement, émotionnellement, ok? Je dis pas que c'est pas récupérable, là, c'est pas ça la question. Mais faut C'est être prêt. qu'il faut que tu sois prêt. Ouais. Faut que tu sois prêt, puis il va falloir que tu lui apportes le support C'est ça. nécessaire. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué qui arrive, c'est comme les gens vont adopter un chien qui a été abandonné ou qui s'est retrouvé dans une SPCA. Ouais. Ils l'adoptent, puis ben si le chien après une semaine, il est pas capable de faire pipi à l'extérieur, il est pas capable de faire assis, il est pas capable de se coucher, ah ben là on va engager un éducateur canin, puis à là on fait. va mettre la pression sur le chien Tout à fait. tu dois te comporter comme ça. Voilà. Mais comme il vient d'être abandonné, il y a des blessures, des Tout à fait. déchirures internes, mais on lui exige tout de suite de. C'est comme tu retournes sur le banc d'école, puis là, moi, je veux que tu fasses toc, 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 tu fasses ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que suggère la SPCA. Prenez-vous un éducateur Un canin. éducateur canin, ouais. Mais non, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose. Là, votre chien, premièrement, vous savez pas les blessures qu'il a. Vous savez pas, des fois même les refuges, la SPCA, ils ne savent pas eux-mêmes, Mhm. tu sais, parce qu'ils n'ont pas l'historique complet du chien, ok? Mais sachez que la plus petite blessure d'un chien qui se retrouve dans un refuge ou à la SPCA, la plus petite, la moindre, c'est une blessure d'abandon. Ouais. Voilà, ça c'est la plus petite. OK? On parle de blessure d'abandon. On a vu tout à l'heure qu'au niveau de la psychologie, au niveau des émotions, le chien, il traite les informations de la même façon que l'humain. Donc, un chien qui se fait abandonner, il vit ça de la même façon, psychologiquement et émotionnellement, qu'un humain. Comme si un enfant s'était fait. Voilà, Il était dans une famille d'accueil. Tu sais, là, on devient comme sa nouvelle famille, mais qu'il a été abandonné par son papa, sa maman, peu importe. Il tombe dans ma famille, puis moi, c'est comme, ben, regarde, si tu manges pas à telle heure, ben, ça fonctionne pas. Si tu t'échappes la nuit, puis que tu fais des petits pipis nerveux, ben, ça fonctionne pas. Mais là, c'est pas juste ça, Charlène. C'est que, en tant qu'humain, tu sais, moi, en intervention sociale, j'en ai rencontré beaucoup. Des humains qui, toute leur vie, luttent contre une blessure d'abandon. Oui. C'est terrible, une blessure d'abandon. Mhm.
il y a des humains qui passent leur vie tu sais, à faire des thérapies. Puis il y a des bouts que ça va bien, puis d'autres bouts que ça va mal. Ouais. Parce qu'ils ont cette blessure, c'est une blessure profonde de l'abandon. C'est ce que je voulais dire, tu comprends? Fait que les chiens, la plus petite blessure que tu peux t'attendre, c'est une blessure d'abandon. Ouais. Bon. Ensuite, c'est juste qu'est-ce que tu dis. Tout de suite, quand on les amène à la maison, à la place justement d'avoir de l'empathie envers eux, en disant, regarde mon grand, repose-toi, là. Tu sais, pendant un petit temps, je sais que ça va pas être facile, mais... Voilà. Tu sais, prends tes aises, tu sais, adapte-toi à la maison. On n'exigera rien de toi. Tout ce qu'on va te donner, ça va être de l'amour et de l'empathie. OK? Pour que le chien, bien, premièrement, il se pose, il puisse se poser, qu'il puisse s'apaiser, et puis que là, il commence tranquillement à refaire confiance à l'être humain. Mais je pense que même par lui-même, tu sais, le chien, il ressent beaucoup de choses, comme tu dis. Puis je pense que, tu sais, si on est dans l'empathie avec l'animal, naturellement, il va vouloir faire plaisir à ses nouveaux parents. Tout à fait. Puis il va vouloir naturellement, comme lui, comme faire des choses, tu sais, qui vont être bien aux yeux de l'humain. Tu sais, écouter, pas faire pipi dans la maison. Tu sais, naturellement, comme les chiens, ils vont mais premièrement, on va y enlever une épine du pied dans le sens qu'on va arrêter de mettre de la pression. Il va se sentir moins anxieux. En étant moins anxieux, il y a moins de chances qu'il fasse pipi dans la maison. Ça. Il y a moins de chances qu'il fasse des dégâts. Donc, c'est de le rendre le plus confortable possible. Puis ensuite, de ça, on va voir. Voilà. Ensuite, un coup que plusieurs mois, je parle pas de jours, là, que plusieurs mois vont être passés, que là, le chien, il a pris ses aises, qu'il se sent bien, qu'il a repris confiance en l'humain. À partir de ce moment-là, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des mauvaises habitudes que le chien il a pris, à ce moment-là, ben oui, là, vous allez pouvoir le travailler en disant, ben regarde, non, là, ça, il va falloir qu'on abandonne cette habitude-là pour une autre habitude. Parce que, n'oubliez pas, il faut toujours, on ne dit pas juste non à un chien. Une balance. Oui, puis on donne toujours un plan B à un chien. Tu n'as pas le droit de faire ça, mais ça, tu as le droit de faire ça, par exemple. Exact, c'est ça. Tu ne gruges pas le divan, mais tu peux gruger ton os. Voilà, tout à fait. Toujours. Il faut toujours offrir un plan B. Puis, il faut s'enlever de l'idée que le chien, ben, quand il fait des bêtises dans notre absence, c'est parce qu'il veut se venger. Le chien, il n'a pas cette malveillance-là, contrairement à l'humain. Le chien ne veut pas se venger. Il s'ennuie. Il s'ennuie, tout simplement. Bon. Fait que si on en revient aux blessures, ça, c'est la plus petite que je te disais. Mais il y a beaucoup de chiens aussi qui se retrouvent abandonnés, qui n'ont pas juste une blessure d'abandon. Ils vont avoir vraiment une blessure, une anxiété, un stress aigu, profond. Et on va aussi voir des chiens qui souffrent, pareil comme les humains, du syndrome de stress post-traumatique. Et ça, on n'en entend pas parler. Et c'est potentiellement avec des conséquences épouvantables pour le chien, mais pour toute la famille. Ouais. Donc, le syndrome de stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de blessure ou de traumatisme, on parle de quoi? Ben, en fait, on parle de... Moi, je les classifierais comme en deux. On a le stress aigu. Ça, c'est un stress, dans le fond, qui est dû à un événement traumatique. Mais la personne, elle va réagir comme à ce stress-là, à ce trauma-là. Elle va réagir dans les jours qui suivent ou au plus tard dans le mois. Mais ensuite, ça va passer. Exemple, je sais pas, moi, ça peut être une personne qui a un accident de voiture et puis que, bon, sur la première journée, la deuxième journée, tu sais, un accident pas trop grave, elle va être choquée, mais qu'ensuite, bon, ben, au fur et à mesure des jours, des semaines, ça va passer. OK? Fait que ça va durer comme juste... c'est pour ça qu'on appelle un stress aigu. C'est comme un trauma aigu, c'est juste, ça va durer, c'est court dans le temps. C'est comme condensé. Oui, c'est ça. Ensuite, tu as le syndrome de stress post-traumatique où lui, il cause vraiment problème et où il fait beaucoup de dégâts.
c'est que c'est suite à ça concerne en fait des personnes ou des chiens, parce que le chien et l'humain, on le sait, il peut être victime de syndrome de stress post-traumatique, suite à un événement extrêmement grave et traumatique au niveau psychologique. OK? C'est vraiment profond. C'est un état extrême d'anxiété, une anxiété sévère que le chien et la personne vont ressentir suite à un événement qui est très traumatisant, où on a eu peur pour sa vie, où on a eu peur d'avoir une blessure extrêmement grave, où on a été témoin de quelque chose de très grave et ça nous a vraiment traumatisés. Puis, tu penses, mais en fait, ce syndrome-là se manifeste de quelle façon chez le chien? C'est quoi, tu sais, les premiers symptômes qu'on peut remarquer chez un chien qui a vécu un choc post-traumatique? Ben, en fait, c'est ça. C'est là où c'est très touché et c'est là où souvent ce n'est pas détecté. C'est que le syndrome de stress post-traumatique, ça peut prendre des mois, voire des années à se manifester. Donc, un chien qui a subi, et comme l'humain, hein, l'humain ne le développera pas tout de suite. L'humain, il va le développer lui aussi, là, comme des mois, voire des années plus tard. OK? Donc, le danger, c'est que tu as peut-être un chien qui est, exemple, dans un refuge, qui a été sévèrement battu, qui a été victime de maltraitance et qui a développé, on ne le sait pas encore, un syndrome de stress post-traumatique. Et quand tu vas l'adopter, ben le chien, il est peut-être super calme, super... excusez. Et puis que ça va se développer comme quelques mois et voire quelques années plus tard après son adoption. Et les conséquences sont catastrophiques. Donc, comment ce syndrome-là se manifeste chez le chien? Ben, en fait, c'est assez bluffant parce qu'il se manifeste exactement de la même façon que chez les humains. On a observé, hein, c'était surtout les soldats après qui ont été victimes de barbarie là, pendant les guerres, qu'on a pu observer le syndrome de stress post-traumatique. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'il est reconnu là, au niveau là, mondial de la santé là, par rapport à la santé mentale et tout ça. Ça fait juste peut-être depuis les années 82 ou 90. Là. Fait que ça fait pas tellement longtemps qu'on parle du syndrome de stress post-traumatique chez les soldats ou même chez les personnes ensuite qui ont été victimes de n'importe quoi, là, de traumatisme routier ou d'agression, etc. Sinon, comment qu'il se manifeste? Alors, comme on le disait plus tard, ça peut prendre des années avant qu'il se manifeste, mais ça finit toujours par une très grande détresse, une très grande dépression. Ça finit que la personne, elle est tellement prise dans une espèce de reviviscence, c'est-à-dire qu'elle revit l'événement en boucle tout le temps. Et exactement ça, les humains, comment ils vont réagir, c'est des semaines, des mois plus tard, où la personne, elle va sombrer vraiment dans une dépression profonde, dans une sorte d'anxiété généralisée. Elle va avoir une sorte de elle va vivre vraiment une sorte de reviviscence, c'est-à-dire que elle va repenser en boucle à cet événement-là. Elle va faire du retranchement social, elle va faire de l'évitement. Elle ne veut pas revivre des situations qui pourraient lui faire penser à l'événement traumatique. Alors, peu à peu, la personne, pour ne pas perdre le contrôle, ce qu'elle va faire, c'est s'isoler. Elle va se couper complètement, puis elle va se retrouver tout seule, parce que c'est trop difficile pour elle de gérer tout l'extérieur, parce que ça lui fait revivre inlassablement ce traumatisme-là. Sauf qu'un chien... un chien, comment qu'il vit? Communiquer. Non, il le vit de la même façon. C'est-à-dire que pour lui, ça se présente au niveau émotionnel, au niveau cérébral. Ça se présente de la même façon, alors que vu que c'est un chien,
l'espèce faisant qu'il ne peut pas s'exprimer de la même façon qu'un humain. Mais il y a certains comportements qui vont être similaires. Alors, le chien, il peut tomber en dépression. Le chien, il peut tomber dans un état léthargique. Il peut faire du détachement émotionnel, comme l'humain. J'ai oublié de le mentionner, mais aussi l'humain va faire un détachement émotionnel. Le chien peut faire ça de la même façon aussi. Il peut avoir une perte d'intérêt, tout simplement, pour des activités, pour le loisir. Alors, ça fait un chien qui, on va dire, oh mon Dieu, il a l'air tranquille. Non, c'est pas parce qu'il est tranquille. C'est parce qu'il est il préfère rester comme à l'écart, s'isoler, plutôt que d'essayer de gérer tout ce qu'il n'est pas capable de gérer, un peu comme l'humain. Par contre, le danger, c'est que l'humain, quand il va perdre le contrôle, parce qu'il va revivre un événement qui va tellement le perturber. Exemple, je prends, mettons, un soldat qui a vécu des bombardements, excusez, à la guerre, puis qui a été traumatisé par toutes ces choses épouvantables qu'il a pu vivre sur le terrain, et que, mettons, il y a une fête, il y a un feu d'artifice, les pétards de feu d'artifice, la détonation, ça peut lui faire revivre l'instant du trauma, tu comprends? Et là, la personne, elle devient dans un état de stress tellement avancé, tellement anxiogène, qu'elle n'est plus capable de se maîtriser. Alors, il peut y avoir une perte de contrôle vraiment pour elle, mais si quelqu'un est dans son chemin, la personne, elle peut perdre aussi le contrôle. Si quelqu'un essaye de la retenir ou quoi que ce soit, elle peut perdre le contrôle, faire des crises de colère, d'agressivité, tout ça. Alors, le chien, c'est la même chose. Sauf que le chien, lui, comment il va le démontrer? C'est avec ses dents, avec sa bouche, puis en grognant, en aboyant, en mordant, en devenant agressif dans une situation où tu te dis, voyons, on n'a rien fait, puis tout d'un coup, il a pété un câble. Ben oui, parce que lui, c'est un chien qui est victime d'un trauma tellement sévère qu'il n'est pas capable de s'en départir. Comme par exemple, un chien qui aurait vécu de la violence physique, que son ancien maître l'aurait battu avec, je sais pas, un manche de balai. Là, toi, soudainement, tu réadoptes ce chien-là. Puis là, tu veux passer le balai, tu sors un balai, lui peut réagir d'une façon qui est complètement excessive. Ouais, excessive. Puis tu te dis, voyons pourquoi, il réagit de cette façon-là. J'étais pas menaçante, je voulais juste passer le balai. Exactement. Mais lui, il s'est rappelé de ça, puis ça l'a fait réagir. Quelles seraient les conséquences pour une famille adoptive d'adopter un chien qui souffre de syndrome post-traumatique? Écoute, les conséquences, ça peut être grave parce que le chien étant une espèce, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un prédateur. Le chien, il est équipé pour faire de la prédation. Donc, quand on a une famille, puis qu'on a une personne à l'intérieur de notre famille qui a un syndrome de stress post-traumatique qui n'est pas diagnostiqué et qui n'est pas soigné, qu'il n'y a pas de suivi, c'est une bombe à retardement. C'est un chien qui, du jour au lendemain, peut se jeter sur l'humain, peut se jeter sur le voisin, sur le chien de votre soeur, d'une amie, ou peu importe, parce que il est imprévisible. Il est imprévisible, tout comme un humain serait imprévisible lorsqu'il est atteint du syndrome de stress post-traumatique. Et d'ailleurs, pour les humains, un humain qui a un syndrome de stress post-traumatique ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut qu'il suive une thérapie très spécifique et il faut qu'il soit médicamenté aussi. Donc, si le chien, il n'est pas médicamenté, si le chien n'est pas suivi dans une thérapie vraiment serrée, qu'on ne mette pas des choses en place pour ce chien-là, c'est une bombe à retardement. Donc, en gros, en résumé, on pourrait dire que les humains, la société, et là je parle de la société au Québec, pour les autres pays, je sais qu'en Europe ils sont un peu plus évolués que nous là-dessus, sur les droits des chiens et tout, mais au Québec, on pourrait dire
qu'on ne comprend pas les chiens. On comprend ne pas. se donne pas la peine de les comprendre, puis ce qui en crée des animaux qui peuvent avoir des problèmes de comportement, puis dû à ces problèmes de comportement-là, viennent des abandons ou des euthanasies potentielles. Donc, en résumé, je pense que c'est ça que la chienbiose essaie de faire passer comme message, c'est que il faut comprendre mieux nos chiens, il faut se donner la peine de les comprendre. Mais il faut accepter. Il faut accepter aussi, Il faut accepter qu'on a fait des erreurs. On n'est pas là pour blâmer personne. On n'est pas là pour mettre, pour pointer du doigt. C'est pas ça. C'est juste que les humains, on a fait des erreurs avec nos animaux de compagnie et notamment avec les chiens. Puis, il est encore temps de redresser la barre et je pense que si on commence à accepter quels êtres magnifiques ils sont, quels êtres vraiment, les chiens, ce sont des êtres qui sont extrêmement intelligents. Et je dirais même que les chiens, ils voient en quatre dimensions. Nous, on voit en 3 dimensions, mais les chiens, ils ont une dimension de plus que nous, on n'a pas. Alors, pour moi, ils sont quand même une petite coche. Au niveau intelligence émotionnelle, ils sont, selon moi, plus évolués que les êtres humains. Et ils voient un monde que nous, on ne voit pas. Fait qu'ils ont une dimension de plus que nous. Et je pense qu'il est grand temps qu'on arrête de faire un peu... on est con. On est con. On se comporte très mal avec eux. C'est comme si on prenait tout ce qu'ils ont de bon. Oui, comme on disait tantôt sur le marché du travail. Voilà. Mais on ne les reconnaît pas. Voilà. Alors, tu vois, c'est paradoxal. C'est parce que, dans un sens, on dit, ah ouais, eux autres, là, ils ont des talents, là, incroyables. Fait qu'on va les prendre, ces talents-là. Mais on les jette pour d'autres choses. Mais voilà. Mais par contre, ben non, on n'est pas prêt à reconnaître que ce sont des animaux supérieurs. Ouais. Mais aussi, ça fait beaucoup de discrimination, hein, parce que tu regardes un chien de police, si tu tues un chien de police, tu tues un officier de police. Oui. Donc, ils vont avoir des funérailles qui vont être comme un humain. Mais par exemple, n'importe quel chien qui a peut-être pas fait des exploits qu'un chien de police a fait, mais n'aura jamais cette reconnaissance-là. Tu comprends? Ben oui, donc, je comprends. c'est beaucoup de discrimination. C'est comme on va donner des droits à certains chiens, mais on n'en donnera pas à ton chien qui est juste dans la famille, qui fait du bon. Tu comprends? Donc, c'est comme on les met... On peut les mettre sur des piédestals, mais par contre, les autres chiens... Ils n'ont pas de reconnaissance. Non, exactement. Ils n'ont pas de reconnaissance sociale, les chiens. Puis, d'ailleurs, au Québec, ça fait pas si longtemps que ça, hein, que dans la loi... qui n'est plus considéré comme un objet. Ouais, ça fait pas longtemps. On parle, je pense, c'est 2015 ou ouais, 2017. C'est 2000 chose, ça fait pas longtemps qu'on a dit, ah ben un chien, c'est pas un objet. Mais non, ce n'est pas un plante. pot de base. Je vous annonce que c'est un être vivant. On a reconnu ça en 2000. On est très... En 2015? Très avancé. Ben oui. Mais par contre, ça n'a pas suivi. L'éducation canine, comme on a expliqué, n'a pas suivi. Puis je pense que justement, les éducateurs, toutes les personnes qui disent travailler pour les chiens parce qu'ils aiment les chiens, ben si tu aimes les chiens, apprends. Renseigne. Voilà. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Puis si tu aimes les chiens, tu vas être capable de mettre ton orgueil de côté pour dire « Ah ouais, je le savais pas. Tu sais. Ça, là, c'est une folie humaine, hein, de reconnaître qu'on a foiré, de reconnaître que nous n'avons pas la vérité absolue, de s'introspecter, à se dire oui, j'ai eu des chiens toute ma vie, mais est-ce que c'était la bonne façon? Oui, j'ai fait ça, mais tu sais quoi, je m'excuse, de juste être, tu sais, humble. Tout à fait. Il faut ça, faire c'est la folie humaine. Il faut faire preuve d'humilité. Ouais. Puis de dire, moi aussi, j'en ai fait des erreurs moi aussi, avec oh my mes God, chiens. moi aussi. Moi, mes chiennes, là, sont vraiment pas parfaites. Mais tu sais comment je travaille fort sur elles. Parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, on se renseigne, on s'éduque. Puis ça va faire de moi une meilleure maman adoptive de chiens. Exactement. Je pense que tout le monde devrait faire ce petit travail-là. Est-ce qu'à tous les jours ça nous tente? Non. Mais tout le monde devrait se donner la peine pour nos chiens de faire le travail puis de se dire, ben, tu sais quoi, j'ai merdé puis c'est correct. Mais maintenant je vais faire meilleur. Mais les humains, on dirait que c'est comme... On dirait que c'est un sujet qui est très touchy, que c'est comme, ben non, moi j'ai la bonne façon puis c'est tout.
Non, ma belle. Non, parce que Non, ma belle, ce juste que- qu'on renseigne-toi. ce qu'on entend souvent aussi, c'est ben moi j'ai eu des chiens toute ma vie. Bravo, attends, je vais sortir ma médaille. Ben Est-ce que ça oui. fait de toi genre un... Non, moi aussi j'ai eu des chiens toute ma vie et On en a foiré une coupe. tu sais, on a vu que ben non, il y a on était tellement pris justement dans la mentalité. Puis bon, des fois ce sont des chiens de famille, fait que tu sais, tu te comportes comme tes parents veulent que tu te comportes avec l'animal, mais comme je disais, ce sont des vieilles C'est méthodes. des vieilles mentalités aussi. Puis tu sais, en plus, moi, quand j'étais jeune, c'était le temps de César, là. L'homme qui parle aux chiens. Ah ouais. Tu sais, c'est les techniques qu'ils utilisent. Puis en plus, il a été reconnu pour avoir fait de la maltraitance envers les animaux. Mais veux pas, César, c'est comme lui qu'on mettait sur un piédestal. Même ici Oui, au puis Québec. ça fait pas si longtemps. Non, c'est ça. Puis alors que maintenant, on se rend compte que... Lui, il est vraiment, tu vois, le modèle hiérarchique Oui, que je c'est parlais ça. tantôt. C'est comme on écrase le chien. C'est ça. Puis, C'est que, et puis, il faut faire attention aussi parce que la population, hein, en général, pense que les éducateurs canins, que les formateurs, que ce sont des gens tu sais, qui ont fait des études. non. Mais dans beaucoup d'écoles reconnues au Québec, je ne les nommerai pas, là, mais des écoles, les formateurs, les éducateurs qui forment, ils n'ont même pas de formation eux-mêmes. Non. Ils ont appris comme ça. Ouais. Parce que ce n'est pas légiféré au Non, Québec. exactement. Il n'y a pas de loi. Il n'y a sur, pas de loi. C'est un cours qui n'est pas ça. reconnu. Donc, N'importe qui peut n'importe se qui. dire Voilà. éducateur canin ou intervenant canin. Puis Voilà. c'est pour ça qu'il en pleut. Et puis, on donne de la crédibilité, mettons, à César, comme tu parlais là, dans les années 2000 et plus. Là. Même, je pense qu'il est encore Même populaire encore, aux États-Unis. oui, mais il a pris vraiment un... C'est ça. Il a redescendu d'un cran. Là. Puis, tu sais, je suis sûre que c'est une personne qui pense qu'il fait des bonnes choses. Ouais. Puis, je suis sûre que c'est quelqu'un qui aime profondément les chiens. Mhm. Puis qu'il est pas malveillant. Sauf qu'il a une mentalité où l'humain est supérieur à l'animal. Ouais. Voilà. Et nous, c'est de ça qu'on veut se défaire. Nous, C'est beaucoup de choses dans notre société, hein, comme Ben, les ben hommes oui. qui pensent qu'ils aiment leur femme, mais ils les battaient. Là. Oups. Bon, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. On leur donnera pas de droit. Oups. Non. Fait que c'est toutes des choses comme ça que il faut travailler. Si on veut s'en aller vers un monde meilleur, il faut accepter qu'on a fait des erreurs, puis il faut qu'on travaille justement pour dire, OK, ces animaux-là, on les a pris dans nos maisons. Est-ce qu'on peut faire l'effort vraiment de comprendre c'est quoi un chien, Ouais. de comprendre son comportement? L'autre fois, j'ai vu une dame dans un parc à chiens, puis quand le chien commence à monter en intensité, ben parce qu'il s'amuse, hein, il n'est pas méchant, pas agressif, mais quand il commence à monter en intensité, elle l'interprète comme s'il est en train comme de d'être agressif. Mhm. Elle lance une canette, une cacane, elle lance par terre pour saisir le chien. C'est comme la première fois, ça va marcher, la deuxième fois peut-être encore, mais au bout de 10 fois, le chien, il n'a rien à faire de ta canette. Non, Là. c'est ça. C'est vraiment prendre les chiens pour des imbéciles. Mhm. Là. On fera une vidéo là-dessus, Charlène, là, parce que dans les parcs à chiens. Là, Charlène. C'est bizarre qu'elle m'appelle Charlène. ouais, Charlie, Charles. Mais il va falloir qu'on fasse une vidéo là-dessus. Là, le prochain, là, c'est les parcs à chiens. Parce Ouais, que ça, là, c'est... j'en ai long à dire là-dessus, justement, pour vous montrer un peu, on pourra faire, tu sais, justement, des études de cas. Exemple, le chien, il se comporte de telle façon dans le parc à chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, je vous dis, là, à 98% du temps, l'humain, il a mal interprété ce que le chien Mhm. essayait de communiquer. Ouais, il y en a... Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Ouais. Ben, en conclusion, Carole, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux futurs parents adoptifs d'animaux, ben de chiens, ou même d'actuels parents de chiens? Pour les personnes qui veulent, qui envisagent d'adopter un chien, posez-vous vraiment les bonnes questions. Puis comme je vais répéter tout le long, est-ce que vous êtes prêt à avoir un autre enfant ou avoir un enfant? Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'espace que vous avez, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit de l'organisation familiale, de votre travail. Est-ce que vous êtes prêt à adopter un autre membre de votre famille? Si la réponse est non, on n'est pas tout à fait prêt,
attendez. Attendez le bon moment. Parce qu'il y a des vies en jeu. Exactement. Parce que la vie d'un chien, c'est une vie qui est importante. Ouais. Et on n'a pas le droit de se débarrasser d'eux aussi facilement que ça. En disant, ben je le savais pas. Non. C'est pas un vase! Exactement. C'est un être vivant qui est hyper sensible. Et pour moi, ce sont des meurtres. Je trouve ça dégueulasse qu'un humain, je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, il y a des gens qui n'ont vraiment pas le choix d'abandonner leur... Ouais, attendez avant de nous Ouais. mettre un gun, ça tombe encore. Ne là. grimpez pas dans les rideaux. C'est là. ça, on se calme le poil Ginette, ok? On est en train de dire qu'il y a des situations qu'on est conscient que une famille doit se départir de son animal, genre un cancer en phase terminale, la mort de quelqu'un. Voilà, il y a des tellement de circonstances qui peuvent... exceptionnelles que, ben oui, Mais on genre, comprend. j'ai acheté un chien à ma fille à Noël, puis là, je me rends compte qu'il jappe, fait que ça marche pas trop, tu sais, puis vu que j'habite en appartement, ben, je peux pas. Ouais. Malheureusement, puis je vous le dis, hein, Ça, là... c'est pas rare qu'on a des appels, puis la plupart du temps, ce sont des platitudes comme ça qu'on Ouais. entend. Ben là, c'est parce que mon chien, il est pas propre encore, tu sais, puis ça fait... Il y a quoi, là, 7 semaines, là? Ouais. T'sais, On c'est entend comme- des platitudes comme ça. Ou mon chien, ben, il saute sur la visite, puis là, moi, je suis plus capable, il est énervé, tout ça. Puis on pose la question, quel âge il a? Ben, il a 6 mois. OK, mais c'est un enfant, là. Ouais, j'ai dit cette T'sais. semaine, mais de toute façon, tu peux même pas adopter un chien cette semaine. Ouais. Fait que, non, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Prenez en compte, ouvrez vos esprits, OK? On aimerait ça créer une communauté Oui. sur YouTube avec des esprits ouverts, avec C'est des ça. personnes qui veulent s'en aller vers un monde Ouais. meilleur. Parce qu'on sait que clairement, nos vidéos ne vont pas nécessairement aller rejoindre des gens qui sont fermés d'esprit puis qui sont vraiment comme dans une éducation canine standard des années je ne sais combien, ok, ou que ton grand-père éduquait un chien comme ça. On sait qu'on va peut-être pas rejoindre ces personnes-là, mais les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont prêts à se renseigner, à s'éduquer, puis à prendre un peu de blanc. De genre, ben je sais que j'ai foiré, mais c'est correct, on n'est pas là, comme on a dit, Exactement, pour vous parce juger. que On a fait y a- la même chose. y a personne qui puis est y a parfait, c'est hein. ça. Fait que c'est juste de créer comme vraiment comme une petite communauté où qu'on peut s'éduquer sans nécessairement se juger. tout à fait. Puis apporter des outils qui sont gratuits pour vous aider à la maison. Puis en plus, ben, vous conscientiser pour les futurs parents adoptifs. Exactement. Puis ça, c'est important justement pour penser. Il faut penser au futur, les amis. Ouais. Il faut penser dans quel monde on aimerait que nos enfants vivent. Puis ouais. voilà. À partir de là, ben, mettons en place des choses qui vont perdurer dans le temps. Et pour ça, ben, je pense que ça commence par une conscientisation des chiens, Ouais. de la puissance de ces êtres-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi que sur notre chaîne YouTube, là, on va parler de tellement de sujets là, qui touchent les chiens, mais pas que. Ça va pouvoir être aussi des sujets qui vont toucher la nature, qui vont toucher des études en lien avec d'autres animaux aussi. Là. Mhm. Tu sais, nous, on est concentrés sur les chiens, mais c'est parce que les chiens, c'est comme pour nous une porte d'entrée vers le monde animal. Ouais. Pour aider les humains à mieux se comporter avec les animaux. On va commencer par déjà celui qui est le plus proche de l'humain, qui est le chien. Ouais, puis en plus, ça aussi, c'est paradoxal, hein, comme on dit, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais le sommes-nous pour le chien? Tout à fait. Ça, c'est une de nos phrases fétiches. Hein, c'est le chien est le meilleur ami de l'homme. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Mais l'homme est-il vraiment l'ami Ouais. du chien? Est-ce que l'homme est fidèle au chien? Non. En voyant les refuges qui débordent, là, je pense pas qu'on est vraiment fidèle. Hein. Non. On Non, n'est pas l'être- fidèle ben, du tout. tu sais. L'être humain n'est non seulement pas fidèle, mais l'être humain n'est pas loyal. Non. On le voit même entre nous. Même entre humains, on n'est pas loyal. Même entre humains, on ne se respecte pas. Même entre humains, L'être humain n'est pas fiable. on n'est pas fiable. Exactement. Mais par contre,
La conclusion, elle va être longue, là. Ouais. Mais par contre, on exige du chien. Fait qu'on exige du chien qu'il soit loyal, fiable, Ouais. etc., etc. Vous voyez aussi, là, c'est comme... euh, l'autre fois, j'étais dans un parc à chiens avec Beethoven. Mais j'étais dans un parc à chiens avec Beethoven. Il adore aller jouer avec ses potes. Et puis, ben, quand vient le temps de partir, évidemment, il n'a pas envie de partir. Il veut rester dans le parc pour jouer avec ses amis. Donc, quand je l'appelle, ben, des fois, tu sais, il fait exprès, là, il me fuit, il sait que je veux il sait que je veux le rattacher, donc il n'écoute pas nécessairement du premier coup. Alors, je l'appelais, puis bon, il venait pas, il me regardait, puis il partait en courant parce qu'il voulait rester dans le parc à chiens. Et il y a un monsieur qui me dit un peu sarcastique, ouais, tu sais, pour une éducatrice canin, il n'écoute pas ton chien. Bon, dans ce temps-là, il faut rester calme, là, mais... Faut rester seul. Exactement, j'ai dit... Non, effectivement, j'ai dit, mon chien, c'est pas un robot. Puis, je dis, tu vois, je dis, mon chien, ce qu'il est en train de me prouver, c'est qu'il est capable d'avoir des pensées par lui-même. Et ce qu'il vient de me démontrer en me disant, non, maman, j'ai pas envie de rentrer, ce qu'il est capable de penser en disant... Si elle vient me chercher, c'est parce que là, moi, je vais perdre mes amis. Là. Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Fait que vous voyez comment c'est élaboré leur pensée, là. Quand ils se poussent en disant, c'est la même chose que quand tu dis à un enfant, allez, on s'en va. Non, je veux pas m'en aller, maman. Là, il commence à tourner autour du Voilà. module, là. Est-ce que vous aurez eu la même réaction en disant, ouais, écoute pas ton enfant, il est pas dompté? Ben non. Ce que ça prouve, c'est que justement, l'enfant, il y a du plaisir, il y a des émotions, il y a du fun, là. Il veut pas retourner à la maison. Fait que vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai répondu au monsieur, j'ai dit, ben moi, ça me prouve que mon chien, ben justement, c'est un être vivant qui a des émotions, qui a du plaisir. Il est en train de communiquer avec moi. Non, maman, je peux-tu rester encore un peu? Moi, je trouve ça magnifique et merveilleux. Ouais. OK? Puis, j'ai répondu au monsieur, vous, monsieur, vous avez toujours écouté du premier coup dans votre vie. Je pense pas. Voilà. T'es pas un putain de robot, là. Ben, mon chien non plus, c'est pas un robot. Fait que oui, je l'ai rappelé 2-3 fois. Allez, Béto, on vient. Allez, Béto, viens. Ben, il a fini par arriver. Mais un peu comme un enfant. Alors, tu vois, c'est ça aussi l'éducation. C'est que ton chien, il faut qu'il écoute tout de suite. Ouais. Faut qu'on rappelle, ils viennent tout de suite. Tu sais, c'est comme ton chien, il faut qu'il rappelle tout de suite. Comme une belle machine. Exactement. Si vous voulez un robot, là, ben Elon Musk qui est sur le... Ben, c'est ça. Et on va en avoir Alors, bientôt. on va là, en des avoir robots. bientôt des robots. Là. On n'est pas pour mettre les êtres vivants en robots. Donc, si vous voulez des robots, ben... Exactement. Allez vous acheter des vrais robots qui coûtent une vraie fortune. C'est ça. Fait que votre chien, ben, au contraire, voyez-le comme ça. C'est comme, il n'écoute pas. Ne le prenez pas comme personnel en disant, oh, putain, il m'énerve, il m'a pas écouté. Tu sais, c'est comme, je sais des fois, là, quand tu l'appelles une fois, 2 fois, puis qu'il vient pas, c'est tannant. Puis là, je parle dans un endroit sécurisé. Hein. Je parle pas comme il est dans la rue, puis il écoute pas. Ouais, Là, non, c'est une autre histoire. chose, Là. ouais. Mais là, mettons, il est dans un parc, il est dans un endroit sécurisé, il a du fun avec ses amis. Puis, ben moi, j'ai trouvé juste ça merveilleux qu'il me montre, non, maman, j'ai encore envie de rester un petit peu. Tu sais, ça me permet de voir à quel point, tu sais, il réfléchit et qu'il sait. Il sait pourquoi je veux le prendre. Il sait. Maison, Parce qu'on retourne à la maison. Donc, vous voyez qu'il fait des liens. Ah, on n'est pas loin de la pensée humaine, là. Tu sais, alors, on ne peut pas continuer, donc, à le traiter comme... Mais c'est parce que les humains ont la pensée de se dire, ben, un chien, ça a créé des bâtisses puis de la technologie. Fait que c'est pas aussi intelligent qu'un humain, là. Mais savez-vous, mes chers, Ok. on ne peut pas... Premièrement, il n'y a personne d'assez intelligent sur Terre pour définir c'est quoi l'intelligence. Parce que tu peux avoir 1 million de définitions. Ouais. Fait que si une personne te répond ça, ben, ça prouve à quel point elle est limitée dans son esprit. Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a tellement de formes d'intelligence que souvent les humains, ils se mettent un moule, ok? Parce que dans la société, on a un moule. Tu vas à l'école, tu vas au primaire, tu vas au secondaire, tu vas au cégep, l'université, blablabla. Tu dois fitter dans un moule. Ouais.
Puis c'est ça, puis c'est tout. Puis si tu réussis à l'école, ben t'es intelligent. Niveau académique. Mais ça, c'est une sorte d'intelligence. Mais il y en a tellement. Ben, il y a des milliards d'intelligences. C'est ça. Fait qu'on dirait que des fois, les humains, ils ont la perception que, ben écoute, il y a une intelligence. Puis si tu fites pas dans cette moule, dans ce moule-là, Ouais. puis que tu vas à l'extérieur de ça, ben t'es un con. Moi, on va vous laisser, moi je vais vous laisser avec une interrogation, là, puis j'aimerais ça que vous preniez le temps de réfléchir à ça. L'intelligence, là, OK? La définition de l'intelligence, même s'il y en a plusieurs, là, OK? Puis qu'on dit que, ben, dans le fond, sur la Terre, on en est venu à la conclusion que c'était l'humain qui était l'espèce la plus intelligente. Oui. OK? Mais de quel point de vue? Ben du nôtre. Voilà. Qui a déclaré que l'humain était l'espèce la plus intelligente? Ben l'humain. Ben l'humain. Fait que moi, je trouve que c'est pas très objectif tout ça. OK? Parce que je suis pas mal sûre que si on demandait à n'importe quel être, à un gorille, à un arbre, hein, que les arbres, on s'entend-tu que ça fait des millions d'années qu'ils sont là, bien plus que nous, les petits humains ridicules. Et en plus, que les arbres savent communiquer entre eux. Exactement. Ils sont dans la preuve scientifique aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux. Donc, je suis pas mal sûre que de leur point de vue, hein, à tous ces animaux-là, à tous ces êtres-là qu'on a envahis comme des parasites sur la Terre, je suis pas mal sûre que eux, ils nous voient pas comme les êtres les plus intelligents du monde. Ben non, ils nous voient comme des êtres qui détruisent, qui saccagent, qui s'approprient des territoires, exact, qui sont pas respectueux, qui se font la guerre entre eux, qui sont des prédateurs, les pires prédateurs, qui sont sauvages, qui violent, c'est ça. Ouais. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On a plein d'idées là, pour les prochaines vidéos, mais on aimerait vraiment ça, avoir des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez nous écrire. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de nous suivre sur Instagram. On vous laisse notre Instagram juste ici. N'oubliez pas de liker, de partager. Ça va nous motiver à continuer à faire des vidéos. Puis on espère vraiment que vous avez aimé ça. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Puis il n'y a pas une petite cloche? C'est ça que je viens juste de dire. Okay. J'ai fait ça de même. OK. Bon, ben faites-le, s'il vous plaît. Fait que merci beaucoup. Puis à très bientôt. Bye!